Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. On a tous au centre de la tête un système qu'on appelle le système pinéal. On va se mettre sur le même état d'onde que les animaux et la communication va s'établir. Bien sûr, et puis j'ai des chiens de sécurité aussi, donc au mordant pro. Les animaux se calment pendant la communication animale. Elle ne peut pas pallier, et elle n'est pas là pour se substituer aux vétérinaires et aux ostéopathes, et elle ne peut pas pallier au bon sens. Fantasme ou réalité ? Qui n'a jamais rêvé de connaître les pensées de son animal ? Aujourd'hui, Dog ADN nous emmène dans le monde de la communication animale. Pour cela, nous recevrons une spécialiste réputée en la personne de Lucille de Vlaminck, qui nous explique l'origine de cette discipline et ses fondements. Depuis quelques années, nous vivons l'émergence de courants orientés sur l'animal et sa sensibilité. On doit être reconnu comme un être sensible doué d'émotions. D'ailleurs, en 2015, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant enfin le statut juridique de l'animal en reconnaissant sa nature d'être vivant et sensible, et non plus comme un bien meuble, au même titre qu'une chaise ou un canapé. Et oui, il aura fallu attendre 2015. Chacun aura son opinion et ses convictions sur la communication animale et la télépathie. Mais le sujet méritait que l'on se penche dessus. Dans tous les cas, méfiez-vous des contrefaçons et entourez-vous de professionnels reconnus. Place à Lucille de Vlaminck. Bon épisode à toutes et à tous. Bonjour Lucille, comment vas-tu ? Eh bien écoute, bien le bonjour à toi et puis aux auditeurs. Et je vais bien, c'est une chance que tu puisses me guider et je t'écoute par rapport à ta curiosité et à la curiosité de tes auditeurs sur ce thème qui me tient à cœur, Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais être leur médium. Je crois que je ne dis pas de bêtises si je dis ça, mais en fait, le médium est un mot qui est mal interprété, puisque normalement, le médium est censé être un canal. Et en fait, c'est le singulier de média. Est-ce que tu me confirmes ? Oui, complètement. Complètement. Et une fois qu'on a compris déjà ce sens-là, on avance un peu. On est vraiment canal, médium, ou média au pluriel. C'est ça. Pour pouvoir entendre la voix des sans-voix, la voix que des propriétaires, des associations, des vétérinaires, des ostéopathes nous confient. Bon, je pense qu'on peut expliquer comment on s'est rencontrés. Oui, vas-y. Parce qu'à l'origine, en fait, tu animes une émission de radio sur Radio Club, qui est une chronique sur... alors le nom, je ne sais plus le nom de la chronique par contre. Alors c'est l'entrevue. C'est ça, l'entrevue. Avec un trait d'union. Voilà, vous retrouvez la page l'entrevue sur Facebook. N'hésitez pas à vous y abonner et y aller. Je mettrai un lien. C'est super. Ouais. Et c'est une chronique que vous retrouvez aussi en podcast, bien entendu. C'est pour donner la voix aux sans-voix. Ça me semblait important de pouvoir écouter les animaux, les plantes, les arbres. Et c'était intéressant aussi pour moi de pouvoir avoir accès et faire écouter certains professionnels, parce que bien sûr, une émission, elle est intéressante si on reçoit quelqu'un et si on peut échanger sur des points de vue. Et avec toi, on a travaillé sur le sport, bien entendu. Et l'amour juste. Tu te souviens ? Et l'amour juste. C'est ça. Oui, bien sûr que je me souviens. Bien sûr que je me souviens. Elle est dans la boîte, elle n'est pas encore en ligne, mais je sais que ça va être une très très belle émission avec beaucoup d'émotions. Quand on travaille sur l'amour, sur porter la voix, sur l'amour juste, sur essayer d'être juste dans notre intention au quotidien, c'est toujours rempli de petites étincelles, je trouve. Et ça a été vraiment une rencontre téléphonique et visuelle, puisqu'on avait fait ça, mais très intéressante. Et tu vois, donc, je me suis dit, on va aller un petit peu plus loin, et tu as accepté, et je te remercie de venir sur Dog ADN, parce que je veux être la voix des sans-voix, moi aussi, c'est-à-dire à mes auditeurs, puisque comme ils ne parlent pas, je vais essayer de parler en leur nom. Ouais. C'est peut-être un petit peu ambitieux de ma part, mais l'idée c'est, est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est la communication animale ? Est-ce que tu penses qu'on peut définir déjà ? Oui, bien sûr. Alors, pour pouvoir la définir, il faut faire un petit peu d'anatomie. D'accord. On a tous au centre de la tête un système qu'on appelle le système pinéal, qui est une petite glande qui est en forme de pomme de pin, qui a la grosseur d'un petit pois, et qui est dans un petit sac avec du liquide.
D'accord. L'humain a plutôt une tendance à être en onde bêta, mais il y a d'autres types d'ondes. Il y a les ondes alpha, il y a les ondes θ. D'accord. Quand on essaye, quand on essaye un peu de réfléchir à ce qu'on fait sur Terre, on se rend bien compte qu'on est quand même une âme et qu'en même temps on a une incarnation, qu'on est dans un corps, que l'on accepte ou pas, hein, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose où on est dans un corps. Et dans toutes les grandes traditions, mais au niveau médical aussi, aujourd'hui, ils sont en train d'en parler de plus en plus. Il faut bien que l'âme arrive par quelque part. Et visiblement, l'âme arrive par la pinéale. Donc, on en parle dans toutes les traditions païennes, dans toutes les religions. Et en même temps, quand on repart, eh bien, ça va être par le système pinéal également. Donc, ce système pinéal, il y a des hormones, il permet l'endormissement, il permet le réveil, il permet le rêve, et par le rêve, il permet l'accès à d'autres mondes. Donc, tu vois, ça, même Descartes en parlait, tu vois. Mais pour Descartes, évidemment, comme lui, il était pour l'animal-machine, il disait que seul l'homme, donc les animaux n'avaient pas d'âme, que seul l'homme avait ça. D'accord. Mais si tu veux, pour les Chinois, les Égyptiens, toutes les grandes traditions, et je te dis, même la religion chrétienne catholique, tu as une grande place au Vatican avec une superbe pomme de pin. Et par exemple, la pomme de pin, on peut la voir dans les églises, dans les cathédrales, et on la voit aussi à côté des crucifix. Elle est également sur le sceptre du pape. Donc, c'est un savoir universel, la glande pinéale. Et lorsqu'on veut faire une communication animale, nous, on stoppe, on arrête, on freine les ondes bêta pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui est les ondes alpha. Et les ondes alpha qui sont beaucoup plus communes aux animaux, qui ont aussi une pinéale, voilà, pour les mammifères et les animaux. Pour les arbres, c'est autre chose, mais ils ont aussi un système de fonctionnement. On rentre encore dans un autre système d'ondes, mais on peut tout à fait communiquer avec les plantes, avec l'univers, avec les étoiles. Mais là, si on parle juste de communication animale, on va se mettre sur le même état d'onde que les animaux et la communication va s'établir. Je crois que j'avais vu qu'en 2015, le Parlement avait adopté une loi pour moderniser la reconnaissance de l'être vivant en tant qu'être sensible, il me semble, l'animal, et que ça va permis aussi une remise en question de pas mal de choses. Il y a encore beaucoup de chemin. Oui, on est qu'au balbutiement, je pense. Il y a encore beaucoup de chemin. Hein. L'animal qui ne soit pas considéré comme un meuble, notamment au moment des divorces ou toutes ces choses-là. Donc on voit que les choses ont avancé, les choses continuent d'avancer. Le fait de travailler sur les animaux dans les cirques, l'exploitation des animaux, je pense qu'il y a des choses qui avancent. Mais effectivement, il y a encore énormément de choses à faire et on ne peut pas se satisfaire de l'état actuel, tu vois. J'ai l'impression que la communication animale, au départ, c'est énormément dans le monde équin, par rapport à ce que j'ai pu constater, et que là, c'est de plus en plus le monde canin qui est en train d'émerger, non ? Est-ce que c'est une bêtise que je dis ? Alors, si tu veux, d'une part, le monde équin est beaucoup plus petit que le monde canin. D'accord. Donc, les gens du monde équin ont très souvent un chien, mais les gens qui sont du monde canin, non, pas forcément. Il y a une petite minorité qui a un cheval, un équidé. D'accord. C'est un animal qui est beaucoup dans la sensibilité, c'est un herbivore. L'air de rien, il est plus loin de nous que le chien ou que le chat. D'accord, parce que prédaté. Dans le monde, voilà, c'est un prédaté. Et c'est aussi un animal qui peut être fragile au niveau des intestins, qui peut être fragile au niveau intestinal, émotionnel, mental. Il faut aussi essayer de se dire que quand on a un malinois qui fait 30 kilos qui s'énerve, bon, c'est pas cool, hein, d'accord ? On est bien d'accord, c'est pas cool du tout. Mais quand il fait 500 kilos, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas besoin de mordre pour faire des dégâts. On est bien d'accord. Puis là, il rend pas les bouts de doigts, le cheval, hein, quand il mord. Ouais, oui, c'est vrai que ils mordent aussi. Je pensais plutôt au coup de patte et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a les morsures. Mais on l'oublie, hein, on l'oublie. On peut pas dire qu'ils mordent si fréquemment que ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand ils mordent SOS main, ça fonctionne pas. Ouais. Donc du coup, il y a une sensibilité des cavaliers, vraiment une volonté de comprendre, mais aussi une obligation de comprendre, parce que l'animal est dangereux par sa masse. Oui. Là, il ne s'agit pas de mettre un collier à pic ou de toute façon, et heureusement, et de toute façon, le cheval gagne.
Oui, par sa masse. Donc, voilà. Donc, l'humain est obligé de se remettre en cause. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que si à un moment donné, on veut côtoyer le monde du cheval, les équidés, qu'on les trouve beaux, enfin, si on essaye d'aller plus loin dans le monde du cheval et de faire que le cheval ne soit pas un outil, mais qu'on ait vraiment une vraie relation avec cet animal si particulier, eh bien, on est obligé de travailler sur notre présence, sur notre ancrage, sur nos propres émotions, parce qu'il le sent et il agit en conséquence. Donc, automatiquement, c'est comme s'il y avait peut-être une voie, une prédisposition, enfin quelque chose qui peut amener plus facilement à la communication animale parce qu'on n'a pas le dessus. Donc quelque chose où on est obligé de rester humble. Oui, tout à fait. Ce qui est difficile pour l'être humain d'ailleurs. Oui. Oui, mais là, avec le cheval, on est vite recadré. C'est ça, on n'a pas le choix. La communication animale, alors je sais plus depuis quand j'ai lu plein de bouquins, regardé plein de vidéos, tout ça. Alors il y a tout et son contraire, donc j'ai essayé de trier un petit peu par rapport aux choses qu'on retrouvait de façon récurrente. L'historique, apparemment, ce serait Penelope Smith. Alors, tu me dis si je dis des bêtises à chaque fois, parce que je voudrais pas dire des bêtises. Non, c'est vrai. Qui était pionnière aux États-Unis. Si on essaye de reprendre l'historique, c'est à partir du moment où l'homme est sur Terre. Il a côtoyé le vivant et on peut se poser des questions sur la domestication. Qu'est-ce qui fait qu'un cheval ait accepté qu'un humain s'approche de lui et lui monte sur le dos? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, tout à fait. Tu vois, donc on peut quand même se poser des questions sur les animaux sauvages, les chiens par exemple, certains qui sont restés loups et certains qui ont accepté la domestication. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on voit l'attachement que le chien a à nous et que l'humain peut aussi avoir à son chien, on peut quand même se dire qu'il se passe une communication. On l'appelle peut-être pas forcément communication animale, mais on a énormément de propriétaires qui sentent leur animal, qui savent très bien quand il va bien. Pareil pour les chevaux, voilà, avec des gens à l'extérieur qui disent mais non, tu te fais des idées. Et la personne, elle sait qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle va emmener son animal au vétérinaire. Donc, si tu veux, elle est plus officielle aujourd'hui, mais pour moi, elle est dans quelque chose d'instinctif. Chez tout être vivant, à partir du moment où on est dans l'amour et où on tente d'être en amour incommensurable pour l'autre. Voilà. Donc chez certaines personnes peut-être plus fort que chez d'autres, mais en attendant, l'amour incommensurable fait développer ça. Et dans les années 70, effectivement, donc cette grande dame, Penelope Smith, elle a écrit une charte qui est d'ailleurs sur mon site également. Et vous avez énormément de communicants professionnels à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui sont adhérents à cette charte, qui dit notamment que l'on doit respecter l'animal de A à Z, qu'on ne peut pas faire une petite communication animale pour essayer, puis que quand on a eu ce qu'on voulait, on dit à l'animal, bon bah là on t'écoute plus. Voilà. Bien sûr. Ça c'est des choses importantes, des choses qui disent aussi que la communication animale ne peut pas se faire sans autorisation du responsable de l'animal pour tout ce qui est animal domestique. Et ce qui est fondamental, parce que si l'animal dit voilà qu'il a mal à certains endroits, et si on n'est pas avec le responsable de l'animal, qui l'emmène au vétérinaire, qui l'emmène chez l'ostéopathe. Donc avoir la structure, l'association, le propriétaire, voilà. C'est d'ailleurs un mot qui fait le gardien. Oui, gardien, qui fait souvent débat. Sauf que moi j'utilise le mot au niveau régalien parce que gardien, c'est pas marqué sur le carnet de vaccination. Oui, tout à fait. C'est marqué nulle part. Voilà. Et moi j'ai des familles qui me disent oui, mais c'est mon fils de 12 ans qui en est le gardien. Mais je dis bon, oui, ok, j'entends bien, madame. Mais celui qui va l'emmener au vétérinaire et qui va payer, c'est qui? Oui, le responsable. C'est moi. Bon, bah voilà. Moi, c'est cette personne-là que je veux. Il y a une personne qui est très, très médiatisée, et je crois que tu connais très bien, il me semble, c'est Leila Del Monte. Oui. Alors, dire que je la connais très bien, je la connais, effectivement, on se connaît. Et oui, elle est très médiatisée, mais c'est surtout une très grande dame. Tu vois, moi, j'ai pas envie de parler parce que c'est quelqu'un qui est humble, hein. Voilà. Donc, j'ai pas envie de parler d'elle à sa place, mais je vous invite à aller voir ses conférences. C'est ce que j'allais te dire. Je vous invite à suivre ses formations. C'est vraiment une grande dame. Je vais mettre un lien d'une conférence, c'est TEDx, ça s'appelle, c'est des conférences que j'aime bien regarder dans tous les domaines. Et la sienne est très intéressante parce qu'elle parle de sa rencontre avec Thierry Bedossa, que tu connais peut-être aussi, je pense, de l'association AVA. De nom. Oui, de nom, effectivement. Et
et c'est aussi quelqu'un qui a fait de très bons livres. Donc je vous invite aussi à lire ces livres. Peut-être pas d'un seul coup, voilà, il y a des livres à Leila Del Monte qu'on dévore, j'ai envie de dire. Et puis il y a des livres, on lit 1 ou 2 pages et puis il faut dormir dessus, il faut que ça mature. C'est ça. Et on dit ah oui, c'est ça qu'elle a voulu dire, et on avance pas à pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose dans la progression, je trouve, et c'est vraiment chouette. Toi, tu interviens avec la clinique Apivet. Est-ce que je crois que c'est quelque chose qui te tient assez à cœur, donc on peut peut-être en parler. Oui, tout à fait. Alors, ça a aussi été un petit peu interrompu par le Covid, faut dire comme il est, parce que voilà, ça n'a pas été des plus faciles en cabinet vétérinaire à ce moment-là, notamment quand il y avait une suspicion de Covid et de séropositivité. Enfin, tu vois, faut se rappeler aussi ces moments-là. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Apivet dès le jour d'ouverture avec la créatrice d'Apivet, qui est Karim Masset. D'accord. Et c'est une expérience, chère à mon cœur. D'une part parce que travailler en communication animale ou en shiatsu sous contrôle et prescription vétérinaire, on n'est quand même pas très nombreux à le faire. Que ce que l'animal dit au cabinet vétérinaire lors de mes rendez-vous ou lorsque le vétérinaire me demande une consultation quand lui, il est en consultation pour un animal, et que ce que l'animal dit peut tout de suite être vérifié bien sûr, par le vétérinaire pour son diagnostic, ça pose des choses et ça permet vraiment de travailler en équipe, mais aussi d'avancer dans sa pratique, d'avancer dans notre propre précision. Là, je parle pour moi. Je pense qu'au niveau du cabinet vétérinaire, pour les ASV, voilà, pour des prises en charge, oui, c'est comment on arrive à créer une synergie, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc toi, tu es amené à travailler avec des vétérinaires, des ostéopathes. Peut-être des éducateurs canins comportementalistes, peut-être. Oui, tout à fait. Éducateurs canins, comportementalistes. Est-ce que ça peut t'arriver aussi de travailler avec des associations refuges, par exemple? Oui, tout à fait. Quand on est dans des cas un peu particuliers. Je travaille avec des associations. J'ai d'ailleurs un tarif spécial association et famille d'accueil. D'accord. Voilà, comment je dirais, ils sont pas les plus riches non plus. Non, voilà. Ils sont riches. Oui, voilà. Ils sont riches en générosité, mais pas forcément en argent trébuchant. Voilà, donc ça fait partie de... Je sais pas comment je peux te dire ça, je m'en vante pas forcément, quoi. Non, mais moi je le fais pour toi parce que j'aime bien tout ce qui est généreux, parce que c'est pour ça que j'ai créé Dog ADN d'ailleurs, c'est pour que les gens sachent quels sont les acteurs aussi qui apportent de la générosité, parce que c'est important pour nous. Oui, et puis après, il y a des actions ponctuelles auxquelles j'ai à cœur de participer. Je vais t'en donner une que je fais fin juin. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont restés Tout à fait. en Ukraine parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs animaux. Tout à fait. Mais il y en a aussi, grâce à la générosité d'éleveurs français, parce qu'il faut des installations qui ont pu arriver. Et là, il y a notamment une éleveuse de chats avec 13 ou 14 chats qui est arrivée chez une éleveuse française qui avait déjà des chats, mais donc une installation pour accueillir 13 chats. C'est pas une petite affaire. Et là, bien sûr, je vais faire une journée de shiatsu et communication animale pour cette éleveuse, donc une journée qui va se faire tout en anglais, parce que bien sûr, ces chats ont été transportés, donc on sait combien ils sont attachés à leur territoire, et ils ont quitté leur territoire sous les bombes, quoi. Oui, donc le stress. Ça fait partie de choses qui me tiennent à cœur. Tu vois, je aussi avec des éléphants dans le même cadre, voilà. Ça... Nous, on est intervenu à notre petit niveau aussi. On a essayé de faire quelque chose pour l'Ukraine avec un canicrosseur qui est champion du monde de VTT quand j'étais, à la Coupe du Monde là en Bretagne, et on a essayé de faire un chèque parce que lui fait des allers-retours également pour apporter la nourriture.
Profiter que il habite en Pologne, je crois, et il fait beaucoup d'allers-retours, donc on en a profité pour faire un chèque pour essayer de l'aider financièrement, parce que c'est pas évident. Hein. Oui. Là, il y a quand même, au niveau des éleveurs, il y a beaucoup de camions qui partent avec des croquettes, avec des biens de nécessité pour les animaux, rien qu'à destination d'éleveurs, quoi. Et du centre, justement, qui est à la frontière polonaise, du seul centre vétérinaire qui accueille aussi tous les animaux qui sont laissés à la frontière. Oui, c'est fou. Donc, oui, mais je pense qu'il n'y a pas de petite action. Tout à fait. Il faut qu'on puisse, Ukraine ou autre. Oui, parce que c'est aussi nos SDF ou les gens qui sont malheureusement dans des situations précaires. Voilà. C'est aussi pour ça, Maraude des pros, tu parles des SDF, ces actions Maraude des pros qui n'ont pas pu avoir lieu pendant la crise Covid, mais où on travaille avec des ostéopathes, des vétérinaires, tous bénévoles, bien entendu, sur la Grand Place à Lille. D'accord. Ça, c'est à Pivette, c'est avec la Pivette ou ça n'a rien à voir? Si, c'était avec Pivette. C'est compliqué avec l'ordre vétérinaire et des vétérinaires bénévoles. Voilà, c'est compliqué tout ça. Mais je pense qu'on va quand même tenter de refaire quelque chose parce que moi, ça me tient à cœur. Avant, à Pivette, je soignais gratuitement à la rue. Donc, voilà. Et puis, avec à Pivette, on a pu monter quelque chose de grand au niveau des maraudes. Et là, je pense que ça va revenir. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais c'est évident que j'ai envie de le refaire. Et puis ça nous permet en 2 heures et demie de temps, on arrivait quand même à faire 120 ou 130 chiens. Tu vois, donc ça te montre un peu l'équipe. On tournait avec une équipe d'une 20aine de personnes, entre vétérinaires, étudiants, donc des ostéopathes, des étudiants, tout ça sous contrôle vétérinaire, des shiatsu, enfin une équipe de 20 professionnels. On devenait à ce moment-là la plus grosse clinique du Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr. Et quand est-ce que tu nous écris un livre là-dessus? Parce que tu dois avoir plein de choses à raconter. Alors, il est en cours. Pas sur les maraudes, mais effectivement sur les témoignages de communication animale et puis aussi en lien avec l'art, parce que je trouve que quand on entend les oiseaux là qui nous répondent... J'étais en train de me dire, soit les oiseaux de ton jardin adorent Dog ADN, soit ils aiment t'entendre parler, ils font partie intégrante. Je pense qu'ils nous répondent. C'est ça. Ils nous répondent, ils font complètement partie de l'émission. C'est ça. Moi j'aime beaucoup. Ah oui. Donc tu vois, pour tout ce qui est témoignage, et puis aussi pour se dire, mon site internet il est basé là-dessus, pour se dire que art martial, l'équitation qui est un art, la médecine chinoise qui est un art, l'écoute qui est un art, qu'est-ce que ça veut dire quand on essaye dans notre travail de sublimer ainsi notre façon d'être et notre façon de faire. Je dis pas qu'on y arrive toujours, c'est pas ça le truc. Mais quand dans notre travail, on est toujours à la recherche de cette étincelle. Je dis pas qu'on l'atteint, mais c'est la chose vers laquelle on veut tendre. On tend, oui. Voilà, de tendresse aussi, oui, tu vois. Oui, d'accord, ok. La communication animale, elle est basée sur la télépathie, on est d'accord? Oui, la glande pinéale, elle nous permet de rentrer en communication au-delà des mots, donc, mais pas au-delà des mots MAUX. Donc, il va avoir des ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Moi, j'ai des mots aussi, MOTS, et puis bien sûr avec les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe. On est vraiment dans un monde de perception, un peu comme si on rêvait. Je peux sortir ma science? Parce que je t'ai dit que j'avais travaillé mon sujet. Tu me dis si... Oui, vas-y. Alors, moi, j'avais lu clairvoyance, clairaudience, clair-olfactif, clair-sentence et clair-connaissance. Et donc, quand j'ai creusé, ça, justement, ça allait vers tous les sens. J'essaye de me positionner en tant qu'auditeur. Et je me suis posé une question à un moment en me disant, un animal, il peut pas faire des phrases complètes. Tu vois, attention, c'est le béotien qui parle. Un animal, il peut pas faire des phrases complètes, il peut pas émettre des idées. C'est le ressenti que j'avais, ou des réflexions telles qu'un humain, tu vois. Parce qu'on part du principe qu'il n'a pas l'intelligence de faire des phrases complètes. Et pourtant, le communicant, lui, parle à travers le chien, puisque nous, c'est Dog ADN en l'occurrence, en transmettant toute la complexité d'un dialogue. Donc, comment c'est possible? Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Si, c'est très clair. Moi, je peux... Alors, tu as raison, il se passe quelque chose de très particulier. Je reçois des phrases complètes. D'accord.
dans le sens où, quelquefois, c'est tellement fort au niveau du ressenti mental, émotionnel, comme humain, parce que là, moi, je suis là pour faire passer cette version. Je ne veux surtout pas employer le mot traducteur, parce que traducteur, ça veut dire qu'on trouve des synonymes. Médium, c'est bien, je trouve. Médium, oui, c'est le mot juste, normalement. Oui, voilà. Sur le plan littéraire, c'est médium. Voilà. Qu'à un moment donné, comme je suis un être de parole, et ben, ça sort en mots. D'accord. Voilà ce que je peux te dire. Et à un tel point, tu vois que, par exemple, j'ai fait des communications animales avec des Norvégiens. Oui. Donc bien sûr, je ne parle pas le norvégien, mais je parle anglais quand je fais les communications avec eux. D'accord. Ben, la perception m'arrive en anglais. Le cheval, il vit dans un environnement norvégien. Il n'a jamais entendu parler anglais de sa vie, le cheval. Donc tu vois, c'est bien quelque chose que moi, je ressors à un moment donné. Je suis là pour continuer, un peu comme un haut-parleur, tu vois. Lui, il le dit comme il peut, et puis si tu souffles ça dans le haut-parleur, au bout du haut-parleur, tu as des mots. Oui, émetteur-récepteur. Mais là, il n'y a pas que des mots, parce que j'imagine que tu as aussi des odeurs, des émotions. Oui, alors, j'ai les odeurs, j'ai la vue, j'ai l'ouïe, j'ai les 5 sens. D'accord. J'ai aussi les douleurs physiques. D'accord. Au niveau vision, j'ai aussi ce qu'on appelle le scan. Donc, c'est un petit peu comme si ton animal, il passait un scanner. Donc, c'est les couleurs de l'aura et toutes les vertèbres. Enfin, c'est comme si je voyais un squelette et tous les organes et tous les points. Donc, ça c'est important vraiment pour l'aide au diagnostic lorsqu'il y en a besoin. Mais est-ce que tu as appris à interpréter ce que tu reçois ? Appris à interpréter. Alors, je sais pas si c'est les mots justes. Hein. J'essaie de... Bah, si tu veux, là on en revient à quelque chose sur la formation du communicant. Oui. C'est sûr qu'un communicant qui n'a pas de base anatomique, déjà oui. Ça va pouvoir poser problème. Ça peut poser problème. Si le communicant dit juste votre chien a mal au dos, ou pire, c'est ce qui est en train quand même de mettre un petit peu les vétérinaires en colère actuellement. Le cheval a un problème de vésicule biliaire, sachant qu'il n'a pas de vésicule biliaire. C'est problématique. C'est problématique. Donc c'est sûr que les ressentis de communication animale m'ont fait évoluer et continuent de me faire évoluer dans ma pratique de shiatsu, par exemple. Parce que c'est vrai que quand un cheval ou un chien nous envoie des problèmes de garrot et des problèmes d'épaule et des problèmes des membres avant, hein, on les perçoit comme là, nous devenant, pendant l'instant de cette communication animale, un être à 4 pattes. Et donc, même si on l'a appris, moi je l'ai appris, je trouve que c'est la communication animale qui m'a fait développer, dans ma pratique de shiatsu, une attention, mais incroyable, à l'avant-main. Je dis pas que je fais plus attention au reste, hein, c'est pas ça. Mais ça m'a vraiment fait développer ça, parce que ce sont des articulations qui sont moins fortes que le bassin et les hanches, mais qui supportent quand même 60% du poids de l'animal. Et quand on est nous à 2 pattes, on a oublié ça. On ne le sent plus intrinsèquement. On l'a appris, mais on ne le sent plus intrinsèquement. Alors qu'avec la communication animale, quand on commence à avoir mal au garrot, quand on commence à avoir mal aux membres à l'avant, et que de toute façon ils sont ce qu'ils sont moins forts que les membres à l'arrière, eh bien on comprend ce que ça veut dire cette douleur, et on comprend aussi comment on doit aider en proprioception. Tu vois ? Donc c'est... Comment je veux dire ? Moi, j'apprends énormément comme pratiquant de communication animale. C'est aussi un cadeau pour moi que de pratiquer la communication animale. Est-ce que tu es amené à faire de la communication animale ? Parce que je vais rebondir sur ce que tu me dis, parce que c'est valable également pour les chiens. Et tu fais également de la communication animale pour les chiens de sport ? Parce que je pense au ring, je ne sais pas si tu vois, tu connais bien ça en plus, je crois. Oui, et puis quand ils sautent 2,40 m avec une réception sur les pattes avant, ça doit être à peu près le même problème. Bien sûr, et puis j'ai des chiens de sécurité aussi, hein, donc au Mordant Pro, et des chiens militaires, des chiens de police.
Donc j'ai du mordant-peau. Je crois que tu travailles également police et militaire. Hein, il me semble que tu m'avais dit. Voilà, c'est ça. Donc là, on a des chiens qui peuvent aussi nous faire part, qui peuvent avoir une difficulté au mordant, qui se sont fait un petit peu mal à la mâchoire, ou que la fois passée ils ont mal attrapé le truc, et puis que du coup maintenant ils n'arrivent plus à attaquer normalement, ils n'arrivent plus à être en fond de gueule, et ils s'en plaignent parce qu'ils ont envie d'être en fond de gueule. Voilà, donc il faut pas croire qu'on a des animaux qui forcément refusent de travailler ou tout ça, mais des animaux qui veulent bien faire et qui disent waouh, là ça va pas bien, je me suis vraiment la douleur, la douleur, bien sûr. Je me suis fait mal à la mâchoire, oui, voilà. Et puis aussi des animaux qui peuvent nous faire part de leur émotion, parce que par exemple leur travail a changé, a évolué, et puis ils comprennent pas le nouveau travail qu'on leur demande, par exemple. Voilà, ça, parce qu'ils sont bien dans leur travail, dans leur sport. Hein, tu vois, j'ai des chiens en OB, en agility, j'ai des chiens de sauvetage aussi. Oui. Quand ils sont très bons, ils veulent pas être gênés dans ce qu'ils font, et ils disent faut pas me gêner, un peu comme les chevaux qui adorent le sport, qui sont à haut niveau et qui disent faut pas me gêner, si le cavalier me gêne, je jarte, moi je veux sauter, je veux y arriver, faut pas me gêner. C'est des athlètes. Ce sont des athlètes, oui. Donc il faut aussi qu'on puisse accepter que l'autre soit un athlète, et que comme un coureur de fond humain, qu'il veut pas être gêné par ses chaussures, il veut pas être gêné par son dossard, il veut pas qu'on l'embête quand il fait son sport. C'est ça. Bon, et dans sa bulle. Oui, il y a tout ça. Puis il y a les hormones du plaisir, hein, aussi qui se mettent à fonctionner, et l'animal est aussi à la recherche de son plaisir, hein, quand ce sont de grands sportifs. Hein. J'ai fait le tour de plusieurs personnes. Et j'ai fait un exercice en leur disant, voilà, je vais te donner un mot, tu vas me dire les premiers mots qui viennent quand je te le dis. Tu vois, et donc ils ne savaient pas du tout de quoi j'allais parler, donc je leur ai dit, voilà, je te dis communication animale, quels sont les mots qui ressortent. Tu vois, c'est un exercice assez intéressant. Je vais te dire les mots qui ressortent. T'es prête ? Oui. Et ça dépend vraiment de la personne à qui tu as posé la question et de sa culture. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc Et je dois intervenir dessus ? C'est ça ? Je vais te donner globalement tous les mots qui ressortent, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui doit être redondant de toute façon. Et pour te dire un petit peu comment est perçue la communication animale. Donc, dans les mots qui ressortent, alors j'avais abstrait, mystique, base scientifique, voyance, mentalisme, sorcellerie, faiblesse. Et alors là, on passe dans des choses beaucoup plus philosophiques. Espoir, croyance, découverte, confidence, passion, courage, confiance, émotion. Doute, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, dans ton quotidien, quand tu discutes avec des gens qui sont pas forcément du milieu animal, ou qui ont du mal à comprendre la communication animale ? Alors, si tu veux, moi, ce que je souhaite d'abord dire, c'est qu'il faut sortir du système de la croyance. Je crois que quand on fait vérifier après par un vétérinaire, et que le vétérinaire, voilà. Donc, déjà, c'est pas une croyance, et c'est pas un don non plus, vu qu'on a tous la pinéale. Donc après, elle fonctionne plus ou moins bien, mais on sait que c'est lié à un organe. Ça c'est sûr aujourd'hui. Oui. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et je crois que dans la deuxième partie des mots que tu as donnés, ça me permet d'être en prévention par rapport au charlatanisme. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le nombre de personnes qui se forment, et ça commence à décupler, et j'ai peur qu'il va falloir faire le tri à un moment. Oui, après je crois que le tri va se faire naturellement, oui, bien sûr. Voilà, les gens sont pas cons. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, c'est l'animal qui va prendre, quoi, parce que il sera pas bien entendu, pas bien écouté, peut-être pas orienté. Donc, et dans les mots que tu as dit, on voit que pour les personnes, notamment, j'ai retenu ce mot qui est espoir. Et j'y pense quand les gens ont perdu leur animal, ou que leur animal s'est échappé, et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut le mettre entre guillemets, mais en même temps c'est très réel, ils ne savent plus à quel saint se vouer. C'est ça. Donc ils sont capables d'appeler une voyante tarifée à la minute à la carte bleue, voilà, et ils sont aussi capables de décrocher le téléphone pour la communication animale, et tomber dans ce piège. Je ne veux pas dire que la communication animale ne peut pas retrouver d'animaux perdus, c'est pas du tout le cas, c'est possible, voilà. Mais par contre, c'est la porte ouverte au charlatanisme, et aussi à une exploitation de la détresse humaine.
Oui. C'est pour ça que je voulais vraiment te donner la parole sur ce sujet. Voilà, il faut vraiment faire attention, regarder les sites, écouter vraiment par le bouche à oreille. Il y a des vétérinaires qui sont formés, il y a de plus en plus de vétérinaires qui sont ouverts à ça, mais qui en même temps envoient vers certains communicants. Faites confiance à vos vétérinaires, aux ostéopathes. Passez par le bouche à oreille, par vos éducateurs canins, enfin voilà, essayez de prendre le maximum d'assurance pour ne pas vous faire exploiter au moment où vous êtes en faiblesse. Et je sais que voilà, à ce moment-là, c'est pas ça qu'on plante. Oui, tout à fait. Je sais que c'est compliqué parce que ça va être des moments où la personne est en faiblesse, mais c'est les moments où il faut justement faire attention à ne pas être exploité dans la faiblesse. C'est aussi quand l'animal est en fin de vie, quand on est dans la période rebond, quand il est en soins palliatifs ou quand il vient de décéder. Tout ça, c'est des moments où l'humain est tellement mal que c'est la porte au charlatan. Vous voyez ? Et puis, la communication animale, je pense que les personnes dans la communication animale veulent aussi pouvoir entendre que leur animal les aime, mais l'animal va répondre à sa façon, parce que c'est pas un mot creux. Aimer, ce sont des preuves. Donc moi, j'ai aucun animal qui me répond oui, je t'aime. J'ai des animaux qui me donnent des preuves d'amour et de la façon dont eux montrent leur amour par rapport à leur monde, à leurs compétences et à leurs capacités. Et ça, c'est formidable. Et donc, c'est aussi comment l'humain, au lieu d'être centré sur lui, dans son quotidien, reste centré sur son animal. Et ainsi, la communication animale, elle ne doit pas et elle ne peut pas être, bien sûr qu'elle est très à la mode actuellement, mais c'est un outil supplémentaire, mais c'est pas un outil qui doit pallier à tout bon sens. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est extrêmement important parce que moi, ça m'arrive d'avoir des demandes de communication animale, mais qui sont en dehors de tout bon sens, quoi. Mon chien n'a pas mangé depuis 2 jours, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que vous pouvez me faire une communication animale ? Mais non, là, vous courez au vétérinaire. Bien sûr. Et c'est là où il y a le risque du charlatanisme qui va faire perdre beaucoup de temps. Oui, alors d'une part du charlatanisme, mais aussi cette perte du bon sens, tu vois, qui permet aussi de ne pas tomber chez les charlatans ou dans le charlatanisme, fait que cette perte du bon sens et les réseaux sociaux, ça c'est voilà, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif des réseaux sociaux et tout ça, c'est que pendant qu'on fait ça, on n'a pas mis son chien dans la voiture, quoi. Exactement. On a perdu du temps pour la vie. Voilà ce que je pourrais dire sur les limites de la communication animale. Ça ne peut pas non plus. Par exemple, mon chien tire, il saute sur tous les vélos, voilà. Bon, vous avez vu un éducateur canin ? Non. Bon, on ne peut pas remplacer 10 séances d'éducation canine faites correctement et d'avoir un bon résultat et avec une formation pour le maître. Moi j'insiste bien là-dessus, c'est pas le chien qui a un problème, c'est le maître. C'est le promeneur. On ne peut pas se dire je fais une communication animale parce que ça me coûte vachement moins cher et là on dit à mon chien de plus tirer sur les vélos et je me remets absolument pas en cause. Oui, c'est ça. Voilà, ça peut pas non plus. Moi j'oriente énormément vers des éducateurs canins, bien sûr qu'il y a aussi des éducateurs canins et des personnes qui ont fait vraiment le nécessaire, voilà, pour et avec leur animal et eux sur leur remise en cause, et puis on n'y arrive toujours pas, donc c'est comment on trouve une orientation nouvelle. Une cause. Oui. Qu'est-ce qu'on peut essayer de se dire sur une cause ? Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est pas toujours évident, mais notre travail, c'est vraiment de chercher la cause. Alors moi, j'ai quand même envie de parler de mon expérience avec toi. C'est important. Ah, oui. Tu vois, si je vais en parler. Tu vois, on avait dit, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est important. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble sur Dog ADN aujourd'hui. Tu m'as proposé, à ton initiative, de faire une communication sur Faro, de façon à ce que je puisse aussi savoir de quoi je parle. Et ça, j'ai trouvé ça très honorable de ta part parce que c'est un sujet qui est très très compliqué. Je te cache pas que ça fait 2-3 jours où je me dis comment je vais aborder le thème. C'est très compliqué en fait. Et donc tu m'as proposé une communication animale. Il en est ressorti des choses très très intéressantes. Comme je t'ai dit, on a observé encore plus en profondeur Faro sur les thèmes qui avaient été abordés. Et on s'est aperçu qu'il y avait un sujet à creuser très fortement. Et en creusant ce sujet, on s'est aperçu qu'il y avait une situation qui s'était améliorée. Donc tu vois, moi j'ai envie de croire que c'est vrai. Ça c'est ma position aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends tout à fait. Moi
tu vois, c'est et alors pour moi c'était important, et tous les partenaires avec qui je travaille, je leur propose de faire une communication animale gratuite, parce que pour moi il faut que la personne puisse le vivre, parce que autrement elle ne peut pas le conseiller à ses clients, mais elle ne peut pas aussi m'interviewer sur la radio parce qu'elle ne l'a pas vécu en profondeur et intrinsèquement. Je pense que c'est quand même une expérience à vivre, une communication animale. Pour moi, ça fait partie des choses à expérimenter dans sa vie. Il y a aussi le fait que ça change notre perception du monde. Même si on aime notre animal, ça change quand même la façon dont on va le regarder, dont on va l'apprécier, dont on va voir l'ampleur de son intelligence et ses compétences liées à ses 5 sens. Donc tu vois, pour moi, c'est des choses intéressantes. Et moi, je sors du monde du verbe croire, tu vois, oui. Parce que je pousse les personnes à qui je fais la communication, avec qui je fais une communication animale, et bien sûr avec toi aussi, à aller vérifier, à donner des preuves et à dire c'est à tel endroit, et je mets un point d'honneur à chercher la précision, l'extrême précision, pour que les propriétaires ou les associations puissent vraiment trouver l'endroit dans la maison, dans le jardin, ou le vétérinaire sur l'anatomie, une extrême précision, au centimètre près, tu vois, quand c'est dans le jardin ou la maison, ou à 3-4 mm près quand c'est sur le corps. Je mets un point d'honneur à ça. Je ne sais pas si j'y arrive à tous les coups, mais ça fait partie de mon objectif pour que l'humain puisse travailler ça. Et du coup, on sort aussi du système de la croyance, parce que moi, je ne peux pas savoir ça. Et donc, on a là des preuves que j'ai pas voulu faire plaisir à l'humain, que, tu vois, on sort de là-dedans par des descriptions extrêmement précises. Et ce que j'ai apprécié aussi dans le process, alors le process ça fait très industriel, mais ce que j'ai apprécié, c'est que le fichier audio nous est envoyé avec un message qu'il était dédié aux professionnels, donc il y a quand même une grande forme de transparence, puisque ça permet d'aller voir oui. son vétérinaire, son ostéo ou n'importe quel professionnel du milieu canin dans mon cas, avec le support, le faire écouter et creuser certaines pistes. J'ai trouvé ça quand même très intéressant. Oui, mais je savais pas que ça se faisait, tu vois, je pensais pas qu'on laissait une trace. Alors, on n'est pas beaucoup à faire ça, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas beaucoup à pratiquer le direct live. Tu vois, tu as quand même beaucoup de professionnels où les personnes vont envoyer une photo, vont envoyer les questions. De là, on a le professionnel qui rentre en méditation et qui, là, d'un seul coup, reçoit des informations et va faire un écrit, va rédiger un écrit et envoie cet écrit à la personne, et ensuite il y a un coup de téléphone pour éclaircir des choses qui n'auraient pas été claires pendant la communication animale. Donc le direct live tel que tu as pu lui, on n'a qu'une photo et où les questions sont posées après, c'est quelque chose aussi d'assez rare. Moi je veux pas de questions avant. De la même façon que je veux pas l'âge de l'animal, je veux pas voir ses yeux, enfin bon, je veux rien de tout ça, c'est vraiment une question quelconque. Je dis souvent aussi aux gens, surtout ne mettez rien sur Internet, commencez pas à raconter votre vie sur Facebook. Moi j'ai trouvé, si tu veux, le palliatif par rapport à ça, c'est que c'est pas la peine d'essayer de me joindre par Messenger ou tout ça, on ne peut me joindre que par téléphone. Donc du coup, je ne sais pas le profil Facebook, je ne sais pas les profils, je ne sais pas TikTok ou autre système, donc je peux pas aller, d'une part, j'ai pas le temps pour faire ça, mais au cas où, pour ceux qui s'imagineraient, je ne peux pas aller fouiller les profils parce que je ne sais pas les pseudos. Tu vois, je me suis aussi mis des garde-fous. C'est évident que je ne vais pas passer mon temps à ça, j'ai trop de travail, mais ça permet aussi à la personne de savoir que je n'ai pas pu le faire, tu vois, parce que j'ai juste un numéro de téléphone. Tu n'avais aucune information sur moi juste avant, hein. Bah non, écoute, c'est le but aussi. Hein. La photo était totalement neutre, donc elle n'était pas du tout chez moi. Donc, je donne un petit peu le contexte, hein, c'est important. Oui. La photo était... Et j'avais fait volontairement une photo dans un endroit totalement neutre qui ne pouvait rien représenter. Voilà, c'est important. Moi, c'est quand je dis aux personnes une photo quelconque, c'est ça, parce que s'ils commencent à mettre, par exemple, pour un chien, le panier près de la gamelle, en plein milieu de la cuisine, avec la couleur des meubles de cuisine, bon, j'ai déjà, tu vois, un tas de preuves dans l'environnement dont je dois me passer. Alors que s'il a envie de parler de la cuisine, des nouveaux meubles, du carrelage qui glisse ou tout ça, il faut qu'on puisse entendre cette parole-là aussi.
moi, pendant la communication animale, je pense que tu as pu le voir, je suis toujours en train de dire mon ressenti est, le ressenti est, et après, je vais laisser l'animal s'exprimer. Et puis, bien entendu, vous pouvez montrer tout ça, cet enregistrement aux vétérinaires et aux ostéopathes et aux éducateurs canins. J'assume complètement mes audios et ce que j'ai entendu et ce que j'ai voulu faire passer de l'animal et que ça puisse être une aide pour vous et à tout niveau, au niveau éducatif et au niveau santé. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que je pars du principe, voilà, le ressenti est, et dans ce qu'on va donner, tu vois, c'est là aussi où on sort de la croyance. Par exemple, si le chien, à un moment donné, puis sur le carrelage de la maison, je glisse, bon, ok, moi j'ai ça, mais je vais continuer en disant, attendez, je vais vous donner la couleur du carrelage. Le carrelage, il est comme ça, comme ça, comme ça, telle forme, à tel endroit. D'accord. Tu vois? Oui. Et la personne va me dire, oui, ok, vous avez raison, mon carrelage, il est gris, les machins comme ça, et à cet endroit-là, il est cassé, et il y a ça. Oui, ok, c'est ça. Parce que je dois apporter une preuve. Un chien qui glisse sur le carrelage, ça arrive tous les jours. Quasiment tous les carrelages sont glissants. D'accord, mais lui, il parle duquel? Oui, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Voilà. Donc, c'est important qu'à tout moment, dans le ressenti qu'on va exprimer, à un moment donné, on est en liaison avec l'animal en lui disant, bon, écoute, on te croit, mais c'est pas du tout ça le propos, je t'écoute, voilà, et tu as le droit d'exprimer ça, mais là, moi, il faut que je sois plus précise, parce qu'en face de moi, j'ai un humain, et je dois l'aider à trouver où, si après, on doit aller vers mettre une moquette, un balatum, te faire rentrer par une autre porte, enfin, il faut être extrêmement précis, parce que si tu dis ça, le truc, c'est comment on t'aide après. Comment on t'accompagne après? Voilà. Et ça peut être sur une maison, ça peut être sur un jardin. Hein. Je pense aux chiens qui sont sur la sécurité, ils sont très accros à leur jardin. Hein. Ah bah oui, hein? C'est leur patron moteur, comme on dit en éducation canine. J'ai cru lire dans un article que tout être humain de moins de 6 ans avait déjà des capacités au niveau de la communication animale. C'est possible ou pas? Ah, mais je vais même te dire... si tu veux, on commence à avoir une incarnation dans le ventre de la mère, hein, de toute mère, hein, qu'elle soit animale ou humaine. Et au moment de la naissance, bien sûr, l'incarnation est là et on va commencer à découvrir le monde et à s'habituer à ce corps que l'on a dans cette vie-ci, donc là, le corps d'un bébé, d'un humain, ou le corps d'un chiot pour un chien. Et le cerveau grandit par strates. Donc la pinéale, elle y est déjà, vu qu'elle est au cœur du cerveau. Elle est extrêmement protégée. C'est un des organes les plus protégés de l'être humain. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que il est source de la désincarnation. Et si tu veux, le cerveau grandit par strates. Donc on a le cerveau primaire, reptilien, on a le cerveau limbique et on a des temps d'initiation chez l'humain et on parle notamment à partir de 7 ans de l'âge de raison. Oui, exact. Et oui, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas raisonnable d'entendre un chien. C'est pas raisonnable de voir des choses qui ne sont pas matérielles. On les voit pas avec nos vrais yeux. On les a vues comme dans un rêve. On a vu, à partir de 7 ans, on a une couche sociétale qui dit, attends, c'est pas cartésien, c'est pas raisonnable, tout ça. Oui. Donc effectivement, il y a des individus qui, à partir de 6 ou 7 ans, continuent d'être ouverts à la communication animale et à tout ce qui est télépathie en général, tout ce qui est médium, hein, comme tu dis. Voilà. Et puis, pour beaucoup d'humains, l'âge de raison va bloquer la pinéale dans tout ce qui est ressenti. Pourtant, tout un chacun, à un moment donné de sa vie, va avoir des ressentis. Donc là, par exemple, on parlait de l'animal, sentir qu'il y a quelque chose, que là on doit aller au vétérinaire, même si tout le monde nous dit tu te fais des idées et tout ça. Pourtant, je pense que tout un chacun, à un moment donné, se dit cette personne-là, je dois l'appeler. À ce moment-ci, je l'aime, c'est maintenant que je dois l'appeler. D'accord. Voilà. Et comme par hasard, l'autre dit c'est curieux que tu m'appelles en ce moment parce que je pensais à toi. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois, ouais. À partir du moment où on a un lien d'amour indéfectible, on a ces ressentis-là. Donc oui, ça se referme un peu vers 7 ans, malheureusement. Et ceux qui vont en formation de communication animale, eh bien, tentent ou essayent, ou y arrivent, de redécoincer la pinéale, si on veut dire ça, pour qu'elle puisse refonctionner
un peu comme dans son état primitif. Pour les gens qui veulent en savoir plus au niveau des auditeurs sur le sujet, tu as des livres de référence. Tu m'avais dit d'aller voir les livres de Leila Del Monte, je crois, c'est ça ? Oui, voilà, les livres de Leila Del Monte sont vraiment bien. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez à la FNAC ou au Furet ou dans toute bibliothèque, vous pouvez trouver des livres sur la communication animale. Un des tout premiers pour bien comprendre la communication animale s'appelle La connexion perdue. D'accord. De Martha Williams. Vous avez les deux éditions, mais les deux éditions sont bien. Et c'est vraiment pour moi un basique qui permet de comprendre, et il y a aussi des exercices qui sont très simples à réaliser. C'est vraiment bien pour commencer, débroussailler, j'ai envie de dire, sortir de la croyance et donc de la secte et du charlatanisme, et d'entrer dans des choses un peu plus concrètes. Et rassurantes, parce que tout ce qui est concret est rassurant. Oui. Tu vois. Oui. Tu as une chaîne YouTube aussi, j'ai oublié de le dire. Oui, communication animale, Lucille de Vlaming. Donc vous avez dessus des interviews et des interviews, des conférences, voilà, pas mal de choses. Vous allez peut-être y trouver certaines informations. Au moins des réponses, ce qui est déjà pas mal. Voilà, je pense qu'après, les réponses, elles sont aussi dans le fait de notre capacité à vérifier les informations reçues. Oui. Tu vois, les réponses, ça doit pas être oui, moi j'y crois, moi j'y crois pas, moi quand on me l'aura fait ça, nanana, moi je l'ai fait donc maintenant j'y crois. C'est pas le propos. C'est qu'est-ce que j'ai fait des informations reçues en communication animale, comment je les ai traitées, qu'est-ce que ça a pu apporter à mon animal et qu'est-ce que ça a apporté à ma relation avec mon animal, parce que les preuves qu'il a données, j'ai pu les voir et du coup, j'ai pu voir la pertinence aussi de ses compétences et de son monde. En tout cas, moi, je laisse libre à chacun d'aller vérifier les informations en fonction de leur sensibilité sur le sujet. Bien sûr. C'est important. De toute façon, on ne peut pas forcer les gens à aller voir ou à rester sur des positions fermes. C'est pour ça que je tenais vraiment à te recevoir sur DogADN, parce que, comme je te dis, moi je suis là pour collecter de l'information et après que chacun puisse aller vérifier par lui-même, et puis peut-être que ça sera une réponse à des questions qui se posent depuis très longtemps. Peut-être que certaines ne connaissaient même pas la communication animale. De toute façon, je mettrai tous les liens pour que les gens aillent creuser un petit peu et puis te contacter. Je mettrai ton Facebook, Instagram. Je crois que tu as les deux. Je sais non, ou c'est que Facebook, toi. Facebook, Instagram. J'ai aussi le site. Voilà. lucille-devlaming.com. Vous pouvez me trouver par SMS, évidemment, WhatsApp également. Je pense que, tu vois, quand on parle de communication animale, moi, j'invite les gens, à un moment donné, par rapport à une communication animale, à redevenir cartésien et à vérifier les preuves, sortir du schéma de l'humain pour pouvoir mieux aimer. Je trouve que c'est ça. Et après, chaque individu, chaque humain, doit aller à son rythme. C'est ça. Qu'il y croit ou qu'il y croit pas. Moi, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que ça m'est aussi arrivé des personnes, tu vois, qui m'ont dit j'y crois pas, donc est-ce que vous pouvez me faire une démo ? C'est ça. Tu vois. Ouais. Et moi, je lui ai dit, vous savez, moi, je suis pas au cirque, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez me donner un échantillon. Voilà. Et de plus, je respecte votre animal, donc votre animal n'est pas une démo non plus. Est-ce que ça fatigue l'animal ? Parce qu'on sait que tout ce qui est intellectuel peut fatiguer justement. Alors c'est pas intellectuel. Oui, c'est ça, parce que c'est toi qui. C'est bien ça qu'il faut essayer de se dire. C'est très compliqué. C'est très compliqué à. Oui, on n'est pas sur l'intellect. D'accord. On n'est pas sur l'intellect. On est sur des ondes alpha qui font travailler le système du cerveau reptilien. D'accord. Voilà, et du limbique. Et du cortical, et les parties de ce cerveau-là, moi dans mon cas, parce que je pratique le direct live, à un moment donné, j'ai mon cerveau qui va être connecté au cerveau de l'animal. Donc bien évidemment, je me retrouve un peu à deux dans moi, on va essayer de dire ça comme ça, l'animal me prête une partie, et moi je prête aussi une partie à l'animal, on est donnant-donnant dans cette affaire. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les animaux se calment pendant la communication animale, et s'apaisent
Mais vraiment, ils changent d'attitude. On en a aussi qui s'endorment, parce que ce sont des ondes alpha qui sont proches du sommeil et du rêve. D'accord. Donc, ils s'endorment. Et après, la communication animale, ils ont souvent le visage et la peau détendus, comme quelque chose qu'ils ont lâché. Ils ont pu parler. D'accord. Et donc, se sentir respecté aussi. Donc ça, souvent, les propriétaires disent, oui, quelque chose où il est plus présent, où il regarde droit dans les yeux. Tu crois pas que c'est aussi le propriétaire qui est plus en observation? Il y a probablement des deux. Ce qui est bien d'ailleurs. Oui, alors il y a probablement des deux. Mais par exemple, moi je travaille, tu vois, quelquefois avec des animaux qu'on peut à peine toucher. D'accord. Qui sont dans une raideur, enfin voilà. Et en fin de communication animale, écoutez, il est venu, il fait jamais ça, il me touche. Il est venu se coucher contre moi. D'accord. Il fait jamais ça, il est intouchable. Tu vois, il est venu, je dis, écoutez, le touchez pas, mais par contre, profitez. Et quelquefois, les gens me disent, écoutez, il est là, je le touche pas pour le respecter, je fais ce que vous avez fait, mais il est là en train de me regarder droit dans les yeux et il ronronne. Donc, tu vois, on voit des choses où on ne peut pas juste se dire, là, c'est l'humain où on voit vraiment que l'animal est en train de... Il y a quelque chose qui a bougé. D'accord. Tous les animaux sont concernés par la communication animale? J'ai pas mal de lapins, j'ai des serpents, j'ai eu une tarentule. J'ai pas mal... j'ai tous animaux confondus, les oiseaux de proie, les autours. Oui, tu travailles avec les oiseaux de proie, hein. Je crois que tu m'avais raconté, on en avait parlé. Oui, voilà, j'aime vraiment beaucoup, je suis très très proche des oiseaux. Aussi, sûr, ça s'entend. Oui, ils me quittent pas. C'est ça. On sent qu'ils sont avec toi là. Les animaux du sauvage aussi, hein, bien entendu, et puis aussi les animaux d'élevage, faut pas les oublier. Je travaille aussi, avec des vaches, des chèvres, des poules en bio. D'accord. Voilà, et c'est très intéressant également. Je te dis, je vais mettre aussi le témoignage de Laïla Del Monte là, sur TEDx, parce que c'est assez intéressant, parce qu'elle parle justement d'une expérience où elle était avec des amis, où elle avait rencontré la faune sauvage. C'était Yellowstone, tu sais, aux États-Unis. Oui. Et où elle croisait je sais plus comment, c'est pas des cerfs, mais je sais plus comment c'est là-bas, et qui peuvent très vite charger. Et elle a dû rentrer en communication en urgence animale. Alors, chacun en fait ce qu'il veut, parce que c'est important de le dire. Ça te donne forcément envie de creuser un peu le truc quand même, tu vois? Oui, voilà, c'est ça. Moi, je reconnais que fréquemment sur le bord de route, tu vois, quand je vois un chat que je connais pas, ou un lapin, ou un hérisson, et que je suis en train de rouler, bien sûr, je fais attention à pas les écraser. Mais en plus, c'est faites attention, allez, à droite, allez. Et ça marche. Oui. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, je fais très très attention à ça. Alors donner là des messages d'urgence, et je pense que c'est important en forêt aussi, hein, de pouvoir leur parler. Voilà, je pense que la faune sauvage a le droit aussi à la parole, parler avec le peuple des abeilles. Voilà, j'ai des apiculteurs qui m'appellent, parce que les abeilles elles souffrent, hein. Faut pas croire que les colonies vont bien. Là en plus, elles ont pas grand chose à boire, et on n'est que le 15 mai. Oui, réchauffement climatique, pas bon. Hein. Voilà. C'est Bernard Weber qui parle beaucoup de ça. J'ai lu un article où il était très sensible à la communication animale, tu vois. Comme quoi, hein, il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse au sujet. Oui, il y a de ça une dizaine d'années, c'était très peu utilisé encore. Et tu vois, quand les gens me demandaient une communication animale, c'était très drôle, parce que quand ils me présentaient la photo de leur animal, dans 3 cas sur 5 à peu près, la première chose que l'animal me montrait, c'était un point d'interrogation. Mais j'avais littéralement un point d'interrogation. D'accord. Et l'animal qui disait qu'il m'entendait, quoi, que j'étais rentrée en communication animale, et qui disait c'est pas possible ça, les humains ils savent faire ça aussi. Et ce que je peux dire, c'est que depuis 4-5 ans maintenant, j'ai plus aucun animal qui me met ce point d'interrogation. C'est un truc hallucinant. Ils le savent, ils en ont parlé entre eux, parce que eux sont en télépathie entre eux, hein, et
les humains qui en parlent autour. Que les humains y croient ou n'y croient pas, ça s'est tellement démocratisé, ça c'est quand même le point positif, qu'aujourd'hui, les animaux ont conscience que certains humains savent le faire et peuvent le faire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça donne envie d'avoir de l'espoir, non ? Oui, je crois que... On est dans une période où on a besoin d'espoir. Oui, je crois qu'il faut bien faire la différence entre la communication animale familiale, j'ai envie de dire ça, et amateur. Je trouve c'est vraiment un plus. Je redis la prévention que j'ai dit tout à l'heure, qui ne doit pas masquer le bon sens. C'est ça, tout à fait. Et la question aussi à se dire, c'est, et en 1970, on faisait comment ? On n'était pas plus cons. Et on réussissait aussi. Ouais. Voilà, donc ne pas perdre quand même toutes ces choses de bon sens que l'on avait. Je trouve que c'est important. La communication animale, c'est pas le coup de baguette magique terminale pour échapper au bon sens populaire. Et après, la communication animale professionnelle, là, c'est autre chose. Et on doit vraiment avoir de l'efficacité et les enjeux sont de taille. Les enjeux sont de taille parce qu'on a des enjeux sur la vie, sur les conditions de vie, sur le comportement et sur la mort. De toute façon, tu as toute la communauté scientifique qui se penche dessus, de plus en plus, hein, tu as vu, tu le sais. C'est bien. Et ça, c'est une bonne chose. J'attends que ça, moi. C'est une bonne chose. J'attends que ça. Ouais. Et je me dis que si la communauté scientifique se penche dessus, c'est qu'ils doivent se poser quand même des questions, hein, à un moment. Bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, oui. Ne serait-ce que parce que il faut pas non plus, et je trouve que là ils ont raison, donc je le dis dans le sens positif du terme, que leur nombre d'années d'études et de pertinence dans leurs années d'études soit remis en cause par des personnes qu'on ne sait pas de où elles tombent et qu'elles pourraient remettre en cause 5 ans, 7 ans, 10 ans d'études. Et vétérinaire, c'est quand même les études les plus difficiles au monde. Tout à fait. Donc, il faut se calmer par rapport à ça, sur le respect que l'on a du professionnel qui a appris et qui sait. Il ne sait pas tout, certes, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il sait, et c'est comment on se positionne correctement par rapport aux piliers du soin. Je trouve que là, on a quelque chose de fondamental sur notre posture, et c'est bien que la science puisse s'y intéresser. Moi, j'ai été contactée par un laboratoire, tu vois, il y a de ça maintenant, ça commence à faire, c'était avant le Covid. D'accord. Donc ça doit faire 3 ou 4 ans, tu vois, le temps passe vite hein, sur ces trucs-là, comme si le Covid nous mettait une petite barre dans l'échelle, tu sais, avant, après. Il y a eu un coefficient. Il y a eu un coefficient avec ça. Il y a un curseur, curseur avant, pendant ou après. Voilà. Donc c'est avant. Et donc un laboratoire qui m'a contacté par rapport à ça. Et si tu veux, donc on a mis en place un protocole d'études. Et le protocole d'études était donc, il voulait me poser une question, tu vois, une seule question par rapport à une photo d'animal. Et moi, je dis non. Soit je fais la communication animale complète parce que j'adhère à la charte de Penelope Smith. Donc, que vous soyez en étude ou pas, moi, l'animal n'est pas un objet. Là, vous me demandez pour faire l'étude de considérer que l'animal est un objet. Moi, je suis désolée. Je lutte contre la vivisection. C'est pas pour mettre l'irrespect pour prouver une méthode. Dans ce cas-là, vous prouvez rien. Et puis je m'en fous de pas avoir participé à une étude, quoi. Voilà, il faut quand même être cohérent, hein, par rapport à ça. Et donc ils m'ont dit oui, ok, vous faites la communication animale totale, voilà. Et voilà qu'ils m'envoient une photo d'animal. Et moi, mais j'étais tout, je ne sais pas, tout bizarre. Je comprenais rien. Et à un moment, donc c'était par téléphone, tu vois, donc j'appelle par rapport à la photo. Je fais écoutez, il y a quelque chose qui va pas avec la photo. Il me dit de quoi vous parlez. Je fais écoutez, je sais pas. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas avec la photo. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que le propriétaire du chien, la personne qui s'occupe du chien, a une entorse. C'est tout ce que je peux vous dire. Et le scientifique me dit bon, on est bien embêté. Je dis oui, je pense bien que par rapport à l'étude, vous êtes bien embêté. Il me dit on va vous expliquer le pourquoi.
en fait, pour vous troubler et essayer de vous mettre en défaut. Donc bonjour, la recherche de la preuve scientifique, c'est de me mettre en défaut. Hein. C'est quand même assez sympa. Hein. C'est là que j'ai compris qu'en fait, on voulait démontrer que ça n'existait pas. C'est ça, on était plutôt sur ça. Ouais. Voilà. Donc, il me dit, on vous a fait un melting pot de plusieurs chiens. Vous avez eu une fausse photo, un montage photographique. D'accord. De plusieurs têtes. Mais très bien fait, tu vois, des morceaux de chiens. Donc, c'est pas étonnant que je comprenais rien. Oui. Voilà. Et pour cause, je comprends rien. Et le graphiste qui a été chargé de ça avait une entorse. Ah, c'est excellent. Voilà. Donc je leur dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça. Parce que, ok, on est dans une impasse. On est dans une impasse. Bah oui, vous avez voulu me coincer, vous me montez un melting pot de photos. En fait, donc du coup, je m'aperçois qu'en fait, vous n'avez pas du tout voulu travailler sur le côté existant et apporter des preuves. Vous avez voulu détruire la communication animale. Résultat, moi, la seule chose que je pouvais sentir, c'était ce qui se passait sur cette personne qui avait fait cette photo. Je vous apporte la preuve, vous me dites, oui, elle a une entorse. Bon, c'est peut-être pas la preuve que vous attendiez, mais en attendant, il s'est bien passé quelque chose. Oui, c'est ça. Ça mérite d'être creusé quand même. Hein. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit, non, on arrête l'expérimentation. J'ai dit, oui, si vous le prenez comme ça. Oui. Si vous le prenez comme ça. Oui, drôle d'approche, effectivement. Au contraire, ça valait le coup d'aller voir plus loin quand même. Oui, voilà, mais il ne voulait pas que je puisse faire des communications animales totales avec un animal. Si tu veux, la chose qui les dérangeait, c'est que je n'allais pas être mis dans un caisson. D'accord. Tu vois. Et donc la sensation, le truc, c'est je peux avoir des informations par des ondes, par tout ça. Je ne serai pas mis dans un caisson parce que les véritables analyses de télépathie se font où les personnes sont mises dans des caissons. Ah bon, d'accord. Je savais pas, tu vois. Très bien. Voilà. Donc j'ai dit écoutez, parce qu'ils me disent on n'a pas de caisson. J'ai dit c'est votre problème, ça, c'est pas le mien. C'est un peu vous qui êtes venu vers moi surtout. Oui, voilà. Donc, on va peut-être remettre les choses en place. Donc, en gros, vous n'êtes pas équipé pour, mais vous décidez de faire une analyse pour montrer que ça n'existe pas. Sauf que là, je vous apporte deux éléments qui peut-être ne vous satisfont pas, à savoir une photo où je comprends rien et une entorse. Je ne peux pas faire plus ou autrement. Là, cette preuve-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Il m'a répondu au niveau statistique rien, parce qu'on n'a pas suffisamment d'échantillons. Écoutez, là, on tourne en rond, quoi. Oui, c'est pas un laboratoire très sérieux. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas sérieux, je ne dirais pas ça du tout, mais je pense que on voit là qu'au niveau scientifique, c'est très compliqué. Ça faisait un peu, ça fait un peu procès à charge quand même. Hein. Oui, là c'était un peu ça. Ouais. Après, tu vois, ça c'était avant le Covid. Il y a des choses qui ont avancé depuis le film sur le chamanisme et à l'université de Liège. La Belgique est un peu plus ouverte pour tout ça. Je dirais, et là, on a avec Corinne Sombrin, il y a quand même des études qui sont faites avec des analyses, des IRM, des scans, et où on voit bien les états modifiés du cerveau. J'ai vu, ouais. On peut retrouver ça sur Internet d'ailleurs. C'est assez intéressant. Oui, voilà, et elle commence à faire des grosses conférences, enfin c'est plus que des conférences, c'est des rendus, des comptes rendus des analyses, et où elle va aussi former des professionnels, tu vois, sur différents types d'ondes. Et moi j'ai des collègues en communication animale qui sont déjà allés à certains de ces colloques et qui sont en lien avec elle, tu vois, parce que il y a quelque chose où c'est un peu la même famille, tu vois, ouais. Et donc où ça peut faire progresser les uns et les autres et que du coup, même pour nous, je pense qu'en tant que pratiquants, si on arrive mieux à comprendre ce qui se passe nous dans notre tête, tu vois, à ce moment-là, moi je suis pas contre du tout, j'ai pas peur de ça, je suis pas avide de ça non plus, mais j'ai quand même, quand on a certains ressentis, faut quand même être bien dans
dans ses chaussures pour ne pas tomber dans la folie. Tu vois, on a certains ressentis, c'est quand même spécial. Oui, tout à fait. Certains ressentis physiques, allez, c'est compliqué. J'ai une dernière question, Lucille. Oui. À quelle personne tu conseillerais, enfin je sais pas si on peut dire comme ça, mais de la communication animale avec leur chien, ou chat, ou à la limite tous les animaux, puisque ça sera le même conseil. Est-ce qu'on a des cas de figure particuliers où ce serait intéressant? Alors, moi j'ai envie de dire, comme c'est une ouverture de cœur pour l'humain et un acte d'amour pour son animal, Oui. C'est quand on le sent. D'accord. Voilà. Avec toujours au côté préventif et au côté bémol, ne pas livrer son animal en photo sur un groupe ou un site internet sous prétexte que c'est gratuit. Moi là, je commence à avoir des animaux qui disent stop. Tu vois, je suis passée du point d'interrogation à aujourd'hui tous les animaux qui sont au courant. Aussi en communication animale, là dernièrement cette semaine, un animal qui me dit faut arrêter avec les communications animales, j'en ai ras-le-bol, quoi. D'accord. Voilà. Je dis à la dame, écoutez, c'est quand même assez rare qu'un animal me dise ça, qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit, je l'ai mis gratuitement, il y a une vingtaine de personnes qui m'ont fait une communication animale gratuite. Pour de la formation ou un truc comme ça. Voilà. Mais comme personne, comme le vétérinaire trouve toujours pas, par le bouche à oreille, je suis arrivée à vous et là je suis d'accord pour payer. Je dis oui madame, mais sauf que là votre chien il en peut plus, quoi. Il en peut plus, ça frise le harcèlement, quoi. Donc premier conseil, on le fait avec le cœur, mais ne surchargez pas votre animal, voilà. Et de la même façon que on le dit aussi aux parents, ne laissez pas traîner les photos de vos enfants, on ne sait pas sur quel site bizarroïde ça peut se retrouver, n'est-ce pas? Je pense que tout parent a conscience que les photos des enfants ne doivent pas se balader comme ça n'importe où sur Internet. C'est exactement la même chose, on est responsable de l'âme de notre animal et aussi de son intégrité physique, donc pareil, ça ne doit pas se balader comme ça n'importe où. La communication animale, on peut aussi se dire qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être négatives sur l'âme et sur le corps de votre animal. Voilà, il faut aussi avoir conscience de ça, de la même façon qu'il y a des personnes qui vont s'amuser avec le corps de votre enfant, même à distance. Ouais, voilà. En tout cas, il faut avoir conscience de ça. C'est important cette prévention. C'est important cette prévention. La surmédiatisation, c'est pas ça, mais je sais pas le mot, mais je sais. Enfin, j'arrive. Surexposition. Surexposition. Merci. Voilà. C'est ça, tout à fait. Tu fais la communication avec moi aussi, parce que tu viens de trouver le mot que je cherchais. La surexposition est très, très, très dangereuse. Et là, je te rejoins. Je te rejoins à 100%. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux aussi. Voilà. Et ne donnons pas notre animal en pâture comme ça à des gens qu'on n'a jamais vus ni d'Ève ni d'Adam et qui vont vous envoyer un MP. Je sens ci, je sens ça. Je pense que voilà. Ils méritent beaucoup mieux que ça. Et puis pourquoi vous voulez que ça soit gratuit? Ça c'est un autre débat. Mais le gratuit fait que tout le monde se jette sur votre animal qu'il est donné en pâture, quoi. J'ai pas d'autre mot, donc faites attention à ça. Ne le faites qu'avec quelques personnes avec qui vous avez confiance et avec qui peut-être là effectivement elles le feront gratuitement. C'est peut-être votre groupe de formation. Enfin voilà, faites-le dans un cadre fermé, privilégié, un peu comme quand vous envoyez la photo de votre enfant, vous la mettez pas sur un groupe de 3000 personnes. Eh ben c'est important ce qu'on est en train de se dire là. Voilà, vous le faites dans la famille, vous avez peut-être un petit groupe avec les parrains, marraines et une dizaine de personnes de cœur et vous savez qu'elles sont amour. Voilà, c'est très, très, très important ce que je suis en train de dire là. Et après, ça peut être pour tout changement de comportement, mais ça peut être aussi parce qu'on accueille un chiot, parce qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire aimer quand on accueille un chien ou un chat ou un poulain. Ça peut aussi être parce que l'animal grandit, l'adolescence, l'âge adulte, parce qu'on veut le faire castrer, parce qu'on l'a castré et on se demande quand même s'il va bien, parce qu'il vieillit. Voilà, parce qu'on va déménager, parce que pour les vacances, on va le laisser chez des gens qu'on aime ou chez des gardiens où il y a un pet-sitter qui va passer. Enfin voilà, donc mais ce qu'il faut, c'est
on n'est pas dans le harcèlement. L'objectif, c'est pas de lui parler H24. L'objectif, c'est pas non plus un abonnement en disant j'appelle mon chien toutes les semaines. Non, je suis désolée. Les gens qu'on aime, on les appelle pas tous les samedis à 20h. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On les appelle quand on sent quelque chose, quand on a le cœur à les appeler. Voilà. Et bien sûr, les maladies graves, préparer une euthanasie. Voilà. Il y a des moments heureux et il y a des moments graves. Et la communication animale peut être là, mais elle ne peut pas pallier, et elle n'est pas là pour se substituer aux vétérinaires et aux ostéopathes, et elle ne peut pas pallier au bon sens. Et à vous aussi qui devez, comme propriétaire ou famille ou association, parler à votre animal, parce qu'on ne peut pas dire je demande à un communicant de parler à mon animal, mais moi je lui parle pas, de toute façon il comprend rien. C'est ça. Enfin là, il faut un petit peu de logique. Il faut que l'on puisse parler aux animaux, leur dire quand est-ce qu'on part, leur dire au revoir quand on quitte la maison, leur dire bonjour quand on rentre à la maison. C'est important tout ça. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir consacré du temps, parce que tu as encore ton emploi du temps de ministre. Hein. Moi, c'est ce que je te disais, ce que je voudrais, c'est être une sorte de couteau suisse où les gens vont piocher en fonction de leurs besoins. Et c'est ce que je disais dès le départ, chacun se fait sa propre idée. Là, je vais donner tous les liens possibles et imaginables pour que les gens puissent aller regarder à droite à gauche. Ils ont toujours moyen de te contacter d'une façon ou d'une autre. Oui, puis je ne suis pas seule comme communicant. Voilà, tu as cité Leila Delmonte. Donc, faites que chaque personne qui est responsable d'un animal puisse se faire son propre chemin, grandir, accompagner au mieux son animal et faire les bons choix. Et voilà, c'est exactement un couteau suisse. Là, c'est un petit morceau de couteau suisse en plus. Appropriez-le-vous, et ça n'est pas une baguette magique. Le premier choix, de toute façon, c'est de le respecter, de l'aimer en tant qu'animal, et qu'être sensible, surtout. Voilà. Et que quand on prend conscience de ça, notre attitude change complètement. Merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup à toi. Encore un épisode passionnant pour Dog ADN. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, et éventuellement nous envoyer un message sur dogadn.fr@gmail.com. À très bientôt, et des caresses à vos toutous. Where we are for